Ici le podcast de Van Rijn Legal and Property, conseils pratiques sur l'immobilier et les affaires au-delà des frontières. Bienvenue pour cette exploration des sources que vous nous avez fait parvenir. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant et assez complexe, le passage de la frontière Estonie-Russie, là à Narva, Ivangorod. Oui, tout à fait. Et les informations qu'on a, qui datent principalement d'aujourd'hui, 17 octobre 2025, elles décrivent vraiment un point de passage hyper imprévisible, avec des règles qui changent tout le temps. Et visiblement, c'est une source de tension énorme pour les voyageurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission aujourd'hui, ça va être d'essayer d'y voir un peu plus clair. On va regarder la logistique, comment on traverse physiquement. Mhm. On va décrypter ce labyrinthe des règles sur les marchandises, l'argent liquide aussi, comprendre ces fameux temps d'attente. Ah oui, les temps d'attente. Voilà, identifier les pièges administratifs et puis essayer de capter un peu l'ambiance générale qui ressort des témoignages. Alors, un petit avertissement quand même, hein. Les expériences personnelles, elles varient énormément, vraiment. Parfois, c'est complètement contradictoire ce qu'on lit. Donc, notre but, c'est plutôt de dégager les tendances lourdes, les obstacles qui reviennent tout le temps, et puis les conseils pratiques qui semblent les plus utiles. Exactement. Essayez de trouver un fil conducteur là-dedans, dans ce qui ressemble parfois à un chaos organisé. Bon, ok, alors on plonge dans le vif du sujet. La traversée physique, d'abord. Le point qui frappe tout de suite, c'est que tout, absolument tout, se fait à pied. C'est ça. C'est la conséquence directe de la fermeture du pont routier principal, côté Narva, pour rénovation. Officiellement, c'est jusqu'en 2026, mais bon, les sources rapportent un certain scepticisme, quoi. On parle de 3 tas de sable sur le chantier. Ah oui, d'accord. Donc, qu'on soit en bus, Lux Express, Baltic Shuttle, peu importe, ou même en voiture, en fait, il faut descendre, C'est ça, marcher sur le pont piétonnier avec tous ses bagages. avec les bagages, oui. Et si on est en bus, il faut remonter dans un autre bus de l'autre côté. J'imagine que ça doit avoir un impact énorme sur les temps d'attente, non? Ah bah oui, forcément. C'est le sujet numéro 1, l'attente. Et là, c'est la grande loterie. Vraiment. On a des témoignages qui parlent de quelques dizaines de minutes pour les plus chanceux, et d'autres qui vont jusqu'à 11-12 heures, voire plus, hein. Le facteur chance, il est prédominant. Et il y a des moments où c'est pire que d'autres. Des moments à éviter si possible. Oui. Alors, il y a les pics classiques, week-end, jour férié, ça c'est habituel, mais le point vraiment crucial à anticiper, ce sont les périodes juste avant une fermeture annoncée du poste frontière. Ah oui. On a eu l'exemple de l'exercice militaire estonien KILP, fin avril 2025. Ça a entraîné une fermeture de 3 jours. Et bien juste avant, ça a été la ruée, une cohue monstre. Et ça, c'est un schéma qui revient. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi cette fermeture nocturne côté estonien, de 23 heures à 7 heures du matin. Oui, exactement, avec le risque bien réel et rapporté par plusieurs personnes de devoir attendre dehors, toute la nuit. Ah, c'est terrible ça. Dans les forums, ça débat, hein, est-ce que c'est inhumain ou est-ce que c'est la faute des voyageurs arrivés trop tard? Bon, la justification officielle, c'est qu'il y a peu de monde la nuit pour faire des économies, mais ça convainc moyen, on va dire. Du coup, le conseil pratique qui semble se dégager, c'est qu'il faut vraiment, vraiment viser à passer le contrôle estonien avant 23 heures. Absolument. Une fois qu'on a passé ce cap, apparemment, le passage côté russe se fait dans la foulée en général. C'est ça. L'inverse, par contre, est plus risqué. On a des signalements de gens refoulés sur le pont, même un peu avant 23 heures. D'accord. Et il semblerait aussi que la Russie, elle, bloque l'accès au pont vers l'Estonie après minuit. Donc, faut bien calculer son coût. Et pour savoir à quoi s'attendre niveau attente, les webcams, les groupes Facebook, ça aide un peu ou pas vraiment? Bah, ça existe, oui. On peut voir s'il y a une file. Mais ça donne une info instantanée. Ça ne dit pas combien de temps ça va prendre réellement. La fiabilité est limitée, quoi. Et est-ce qu'il y a des alternatives à Norva? On entend parfois parler de Kuidula. Oui, Kuidula, qui est en face de Shumilkino côté russe. C'est parfois mentionné comme étant plus calme, surtout pour les familles avec enfants. Mais attention, hein, c'est sans garantie, hein. Les attentes là-bas sont aussi très variables. Et passer par Pskov. C'est possible, mais ça représente un détour assez conséquent. Faut voir si ça vaut le coup. D'accord. Et une fois qu'on a réussi à passer, qu'on est à Ivangorod, côté russe, comment on continue? C'est quoi les options? Alors, il y a les bus longue distance, les minibus locaux, les fameuses marchroute-case, et puis les taxis, bien sûr. Surtout pour aller vers Saint-Pétersbourg. Ok. Une petite astuce qui a été partagée, Lux Express prendrait parfois des passagers en plus s'il reste des places dans le bus qui repart côté russe, pour environ 1500 roubles apparemment. Ah, c'est bon à savoir ça.
Un dernier point sur la logistique, qui a l'air de stresser pas mal de monde, le stationnement à Ivangorod. Ah oui, là, les alertes sont nombreuses dans les sources. Il faut une prudence extrême. On a des cas de voitures qui se font remorquer jusqu'à Kingisepp, Même depuis des parkings payants. même depuis des parkings payants, près du musée, de la rivière. Les frais peuvent être très très élevés. Fourrière, remorquage, amende, La totale. voilà. Le conseil qui revient tout le temps, vérifier, revérifier et re-revérifier les panneaux, les lignes au sol. Comme on dit, mieux vous regarder 3 fois. Bon, on voit que déjà, juste traverser physiquement, c'est un parcours du combattant. Passons maintenant au deuxième gros morceau, les marchandises et l'argent liquide. Et là, on entre dans un vrai labyrinthe, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Le principe officiel, il est simple. C'est usage personnel uniquement. Mais sur le terrain, c'est l'incertitude totale. Les contrôles y semblent complètement aléatoires. Certains passent en 5 minutes, d'autres subissent une fouille complète, des deux côtés de la frontière. Mais pourquoi cette différence de traitement? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a principalement 3 facteurs qui jouent et qui interagissent. D'abord, l'application très zélée des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Mhm. Ensuite, des règles vétérinaires russes qui sont extrêmement strictes. Et enfin, une suspicion quasi systématique de tentatives de commerce illégales. Et par-dessus tout ça, on a des limites de valeur très précises à respecter. Justement, parlons-en de ces limites. Quelles sont celles qu'il faut absolument avoir en tête alors? Alors, 2 chiffres clés. Pour importer les biens neufs en Russie, la valeur totale ne doit pas dépasser 500 € par personne. 500 €, d'accord. Et pour exporter les biens de l'UE vers la Russie, ce que l'UE considère comme de luxe, là c'est un plafond de 300 € maximum par article individuel. 300 € par article, ok. Et concrètement, d'après les retours, qu'est-ce qui coince le plus souvent quand on va de l'Estonie vers la Russie? Alors, pour la nourriture, tout ce qui est produit d'origine animale frais, viande, produits laitiers, c'est quasiment impossible, à cause des règles vétérinaires russes. Le poisson cru aussi d'ailleurs. D'accord. Côté technologie, là, c'est l'impact des sanctions UE qui est majeur. Tout ce qui est un peu électronique ou qui fonctionne sur batterie, en dehors du téléphone perso ou de l'ordi portable usagé, ça devient suspect. Ah oui, Oui, on a des exemples. Des micros, certaines lampes LED, même une fontaine à eau pour chat neuve, sans fil, qui a été jugée critique et bloquée. incroyable. Et pour les cosmétiques, les parfums neufs? Là, il y a le risque qu'il soit considéré comme un achat commercial. Donc, les limites de 300 € par article et 500 € au total s'appliquent. Avoir les factures, c'est conseillé, mais ça ne garantit rien. Un seul parfum neuf à moins de 300 €, ça semble généralement passer. En fait, l'idée clé qui ressort, c'est que cette notion d'usage personnel, elle est interprétée de façon hyper restrictive. Les sanctions agissent comme un filtre technologique très fin. Et les règles vétérinaires bloquent une bonne partie des produits alimentaires frais courants. C'est ça la réalité du terrain. Et dans l'autre sens alors? Quand on revient de Russie vers l'Estonie, qu'est-ce qui pose problème? Alors là, le point le plus catégorique, c'est les cigarettes. C'est simple, interdiction absolue d'en importer en Estonie. Même pas un paquet ouvert. Amis, zéro tolérance. 0. Pour la nourriture, on retrouve les mêmes restrictions sur la viande et les produits laitiers, et il y a aussi une interdiction sur les graines de plantes. La technologie neuve, ça reste risqué. Et on a même vu des signalements pour des articles de bureau, genre stylos, trousses, qui en posent problème. D'accord. Alors qu'est-ce qui, au contraire, a tendance à passer plus facilement, si on peut dire? Les effets personnels qui sont clairement usagés. Les vêtements, l'ordinateur portable personnel, les livres, s'ils n'ont pas de valeur historique ou ne sont pas interdits, un tapis de yoga usagé. Ça va. Les produits de toilette ouverts aussi. Et la nourriture? Alors, vers la Russie, le poisson transformé, s'il est bien emballé, genre maquereau fumé, caviar en petite quantité, ça passe souvent. Les sucreries, le chocolat, le café en quantité raisonnable, ça a l'air d'être toléré aussi. Vers l'Estonie, le poisson semble bloqué également, et les pâtisseries sans viande ni lait. Pour l'alcool, ce sont les limites quantitatives habituelles qui s'appliquent. 3 litres sans taxe et 2 litres de plus en payant une taxe. Pour les médicaments, si c'est sur ordonnance, il faut l'ordonnance valide et la quantité doit être cohérente avec un usage personnel. Même pour des trucs comme l'Ozempic, qu'on trouve parfois sans ordonnance ailleurs? Oui, même pour ça, si c'est sur prescription en EU, il faut la prescription. Et parfois, il faut prévoir une glacière pour la chaîne du froid. Les vitamines, les trucs sans ordonnance, ça passe si la quantité est limitée. La nourriture pour animaux vers la Russie, un témoignage dit qu'elle doit être à base de poisson ou de volaille uniquement. Ok.
Venons-en maintenant à l'argent liquide. Il y a une règle qui revient sans arrêt dans les témoignages, décrite comme la règle d'or incontournable. Oui, et celle-là, il faut vraiment la marteler. Quand on va d'Estonie vers la Russie, 0 billet d'euro. 0. Et aucune autre devise d'un pays de l'UE non plus, hein. Pas de zloty polonais, pas de couronne suédoise ou danoise. C'est une sanction européenne et elle est appliquée avec une rigueur extrême. Les conséquences peuvent être graves si on ne respecte pas ça. Ah oui, confiscation de l'argent, amendes qui peuvent être élevées apparemment, elles pourraient même augmenter fin mars 2025, et un avertissement officiel tamponné dans le passeport. Et ça même pour des toutes petites sommes, hein. On parle de 5 ou 10 euros parfois. Incroyable. L'excuse du genre Ah mais c'est pour mes dépenses personnelles pendant le voyage », ça ne marche absolument pas. C'est vraiment une source d'angoisse majeure pour beaucoup de voyageurs d'après ce qu'on lit. Et donc, quelles sont les alternatives autorisées dans ce sens, Estonie vers Russie? Ce qui est permis, ce sont les dollars américains USD et les roubles russes RUB. Pour les pièces en euros, en général, ça passe, sauf si ce sont des pièces en or ou de collection, évidemment. D'accord. Et les autres règles concernant l'argent liquide? Alors, dans l'autre sens, de Russie vers l'Estonie. Là, les euros sont autorisés. Par contre, la Russie limite l'exportation de devises étrangères à l'équivalent de 10 000 dollars US. Ok. Et l'Union européenne, donc l'Estonie, impose de déclarer l'argent liquide si on importe 10 000 euros ou plus. Le statut des crypto-monnaies, genre USDT, ça reste flou. Et pour faire du change à Narva, il y a plusieurs bureaux près de la frontière. Les taux varient beaucoup, donc le conseil, c'est de comparer, peut-être d'appeler avant. Donc, pour résumer sur les marchandises et l'argent, enlever les emballages neufs, ça peut aider, mais sans garantie. Avoir les factures, surtout si c'est neuf ou cher. Consultez les sites officiels, comme celui des douanes estoniennes, LMTA, mais il faut garder en tête cette réalité qui est omniprésente dans les témoignages. Au final, la marge d'appréciation de l'agent sur place est énorme. C'est ça qui rend la préparation si angoissante finalement. Troisième grand volet. Les papiers et les assurances. Là aussi, j'imagine que la précision et l'anticipation sont de mise. Commençons par les passeports. Oui. La base, c'est d'utiliser le bon passeport pour chaque contrôle. Passeport russe pour la Russie, passeport EU ou autre pertinent pour l'Estonie. Si on a la double nationalité, on peut demander à voir l'autre passeport pour vérification. Et attention, les citoyens russes doivent utiliser leur passeport russe pour sortir de Russie. Et bien sûr, vérifier la date de validité. Et il y a un changement majeur qui se profile concernant les passeports russes, n'est-ce pas? Oui, absolument crucial. Après le 31 mars 2025, l'Estonie ne reconnaîtra plus les anciens passeports russes non biométriques, les modèles valables 5 ans pour beaucoup de voyageurs, notamment ceux qui résident en Union européenne. Ah oui, c'est important ça. Il y a une période de grâce jusqu'au 30 septembre 2025 pour obtenir un nouveau passeport biométrique, mais c'est vraiment un point à anticiper dès maintenant si on est concerné. Passons au visa. Le visa touristique classique, le Schengen C, il semble poser de gros problèmes pour ce transit Estonie-Russie. C'est un des points noirs majeurs, oui. Les refus d'entrée ou même les annulations du visa Schengen C, même s'ils ont été délivrés par la France ou un autre pays, sont très fréquents si le but affiché ou suspecté est de transiter vers la Russie via l'Estonie. Et les motifs sont flous. Souvent très vagues, oui. Du genre information non fiable. Clairement, ce type de visa est devenu extrêmement risqué pour cet itinéraire précis. Et qu'en est-il des visas pour des raisons familiales? Les visas de type D ou l'essai spécifique délivré par l'Estonie. Alors, ceux-là, ils semblent avoir plus de chances de fonctionner. Mais attention, c'est principalement pour visiter des parents très directs. Parents, enfants, conjoints. Il faut bien sûr les preuves du lien de parenté. Les copies suffisent parfois, mais les originaux, c'est plus sûr. Et pour les frères et sœurs? C'est moins certain. Souvent, ce n'est pas considéré comme un lien assez proche. Et on rapporte même des difficultés pour des conjoints de citoyens estoniens si la famille vit principalement en Russie. L'interprétation reste très stricte. On entend aussi parler de l'apostille qui deviendrait nécessaire sur les documents officiels, actes de naissance, de mariage. Oui, c'est probable après le 19 mars 2025. Ça fait suite à la fin d'un accord d'entraide juridique entre l'Estonie et la Russie. L'apostille, en gros, c'est une sorte de certification internationale pour qu'un document officiel soit reconnu dans l'autre pays. Et on l'obtient où? Toujours dans le pays qui a émis le document original. Pour l'instant, ce n'est pas systématiquement exigé à la frontière pour une simple visite familiale, mais beaucoup de gens anticipent et font la démarche. Ça crée des files d'attente apparemment.
Autre nouveauté administrative qui a l'air de compliquer les choses, la signature numérique estonienne pour les invitations de visa. Oui, ça c'est requis depuis l'automne 2024 pour les demandes faites en ligne auprès de l'ambassade d'Estonie. Et ça peut être un casse-tête pour les personnes âgées ou celles qui ne sont pas équipées. Il faut un lecteur de carte d'identité, les 4 PIN. Quelle solution alors? Les gens se débrouillent, aident d'amis, aller dans les bibliothèques publiques. Certains écrivent une lettre explicative au centre de visa, mais c'est une étape de plus, quoi. Un point très spécifique, tu me y reviens souvent. Le tampon de citoyenneté russe pour les enfants nés à l'étranger, comme en Estonie. Oui, c'est important. Ce tampon est nécessaire soit pour demander un passeport russe pour l'enfant, soit pour qu'il puisse entrer en Russie sans visa, avec son parent russe. Et il doit être apposé sur l'acte de naissance, qui doit peut-être être traduit et apostillé avant d'ailleurs. Et apparemment, on ne peut l'obtenir qu'au consulat russe du pays de naissance de l'enfant, pas en Russie même. D'accord. Parlons de l'assurance voyage. C'est aussi un point critique, on l'imagine. Ah oui, absolument essentiel. Déjà pour obtenir le visa, et puis pour entrer en Estonie. Le gros problème rapporté dans les sources, c'est que les polices d'assurance russes sont de plus en plus souvent refusées. Refusé à quel moment? Soit directement à la frontière, notamment à Kuidula, soit lors de la demande de visa. La raison la plus fréquente, c'est qu'elle ne couvre que l'Estonie, alors que pour un visa Schengen, il faut une couverture pour tout l'espace Schengen. Du coup, quelle est la recommandation idylle? Quelle assurance prendre? Impérativement, choisir un assureur européen ou international reconnu. Les noms qui reviennent et qui semblent fonctionner sont Swissair, Allianz Travel, AXA Schengen, Hans Merkur, des assureurs baltes comme Balta ou BTA. Il faut vraiment vérifier que la couverture est bien Schengen complet et que les montants garantis sont suffisants. Et se méfier des aides proposées à la sauvette près des centres de visa. En clair, prendre une assurance russe aujourd'hui, c'est devenu un pari très risqué. Et juste un mot rapide pour ceux qui voyageraient avec des animaux, un chien par exemple, vers l'Union européenne. Oula! Alors là, c'est extrêmement complexe. Il faut la puce électronique, le passeport européen pour l'animal, la vaccination anti-rabique, à jour bien sûr, mais surtout il faut la preuve d'un test de titrage des anticorps anti-rabiques. C'est un test sanguin spécifique à faire bien en amont du voyage. D'accord. Il faut aussi un certificat sanitaire récent et prévoir un contrôle vétérinaire à la frontière. Ça demande une planification très longue, très rigoureuse. C'est pas une mince affaire. On aborde la dernière partie de l'émission, l'ambiance générale et les ultimes conseils. Comment les voyageurs décrivent-ils l'atmosphère à cette frontière? Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est frustration, grande incertitude et un sentiment arbitraire. L'expression « c'est à la discrétion de l'agent » résume bien l'état d'esprit général. On sent la tension. Oui, la tension politique est très palpable. Et dans les forums, on voit des débats sur l'humanité de certaines restrictions versus leur nécessité. On lit aussi des témoignages d'Estoniens qui vivent en Russie et qui expriment un sentiment d'être un peu traités comme des citoyens de seconde zone, face au refus de visa pour leurs conjoints russes, par exemple. Et dans ce flot d'informations, de règles changeantes, de rumeurs parfois, comment on fait pour s'y retrouver, pour rester informé? C'est crucial. Les sources non officielles, comme les groupes Telegram, les forums, sont très précieuses pour avoir l'info chaude, du jour le jour. Mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Attention aux rumeurs. Et les sources officielles? Elles sont absolument indispensables. Il faut consulter régulièrement les sites des douanes estoniennes, le MTA, de la police aux frontières estonienne, le PPA, et les portails d'actualité fiables. Il faut vérifier, croiser les informations constamment. D'ailleurs, concernant les rumeurs de fermeture totale de la frontière, une proposition de loi en ce sens aurait été rejetée par le Parlement estonien, d'après les sources. Bon, c'est déjà ça. Et la langue à la frontière, ça se passe comment? Le russe est souvent compris et parlé, surtout si on présente un passeport russe, évidemment. Mais ce n'est pas garanti. L'anglais peut parfois aider aussi. Alors, si on devait synthétiser les clés pour réussir ce passage aujourd'hui, dans ces conditions, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je dirais qu'il y a 4 éléments qui ressortent très fort des témoignages. Premièrement, une préparation absolument méticuleuse. Des documents, des biens qu'on transporte, tout doit être nickel. Deuxièmement, une flexibilité maximale. Il faut être prêt à ce que les plans changent, que les règles évoluent sans préavis. Troisièmement, une patience quasi infinie, face aux délais, face aux contrôles qui peuvent être longs et tatillants. Oui. Et quatrièmement, avoir accès en permanence à l'information la plus récente possible.
Ce qui est toléré aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. On comprend bien que c'est bien plus qu'un simple passage de frontière administrative. C'est une véritable épreuve d'endurance, à la fois logistique et psychologique. Pour conclure, si on récapitule les points vraiment saillants, l'attente est totalement imprévisible. C'est ça. Les règles pour les biens sont complexes, très strictes, surtout à cause des sanctions. La règle d'or sur l'argent liquide, 0 € vers la Russie. Essentiel. Et une exigence absolue sur les documents. Ils doivent être parfaitement conformes et à jour. Avec les passeports biométriques qui deviennent obligatoires, des visas très ciblés, des assurances européennes valides, et bientôt, probablement, les apostilles. Tout à fait. Et tout cela, ça soulève une question de fond, je trouve. Si ce principal point de passage terrestre devient un tel parcours d'obstacles si imprévisible, si régi par des règles qui sont perçues comme arbitraires, comment est-ce qu'on assure la continuité des liens humains essentiels? Je pense notamment aux liens familiaux très étroits qui dépendent de cette traversée. Oui, c'est une vraie question. Face à ces difficultés qui ne cessent de croître, quelles stratégies alternatives, quel plan B, quelles autres formes de communication ou de précaution peut-on imaginer pour essayer de préserver ces connexions humaines vitales sans se laisser complètement broyer par cette énorme machine bureaucratique? C'est une réflexion qui, je crois, dépasse le cadre purement logistique et touche vraiment à l'humain.